équation, elle est super simple. Elle dit juste la connaissance puisée, la connaissance téléchargée, phi de K, le flux de connaissances. K, c'est knowledge, évidemment, en anglais. Knowledge, la connaissance. La connaissance puisée à partir d'un puits, par exemple ce puits-là, est directement proportionnelle au produit de l'attention et du temps. Monsanto a tout fait pour instiller le doute et pour faire croire au grand public que ce produit ne pouvait pas être dangereux. C'est-à-dire que la multinationale s'est débrouillée pour que dans des publications extrêmement grand public comme Forbes aux États-Unis ou d'autres publications scientifiques extrêmement précises, la plupart des papiers reprennent la littérature de Monsanto. Pourquoi il y a cette différence d'apparence? Pourquoi on construit cette apparence différenciée entre les hommes et les femmes, ne serait-ce qu'au niveau du vêtement? Est-ce que ce ne serait pas pour justement créer des érotiques différenciés, donc créer finalement cette attirance entre les hommes et les femmes? Ce que j'attends donc finalement, c'est que le réductionnisme s'effondre. C'est qu'on prenne conscience qu'il y a autant de vérité dans une page de Bach, de Schoenberg ou de Shakespeare que dans une page d'Einstein. On nous impose des emplois du temps. À l'école, après on arrive, les études pareil, un emploi du temps. Et puis on arrive sur le monde du travail et là on vous impose une grille horaire, etc. Que le capital et autres forces obscures m'ont poursuivi jusque chez moi par l'intermédiaire d'objets technologiques. Donc l'ICEP est une école où on croit fondamentalement à la culture générale, qui nous permet de saisir les principes et de ne pas nous enfermer dans la technique. On y enseignera tous les points de vue, la pensée unique, on l'étudiera, mais également les autres types de pensée. D'où le titre de cet épisode, coup double pour la bourgeoisie. D'un côté, la sélection c'est une victoire symbolique pour eux. La fac devient un lieu d'excellence, les profs sont contents, on crée de la compétition, et on crée même de nouvelles parts de marché pour tous les organismes qui vont venir proposer aux nouveaux refusés de la fac des formations payantes, professionnalisantes. Mais de l'autre côté, c'est en plus une sacrée victoire stratégique dans la lutte des classes. Les universités sont des lieux dans lesquels on produit du regard critique, du changement, de la nouveauté. Et en fait, c'est un des espaces clés de la transformation sociale. Surtout sur le temps long. On comprend tout à fait qu'ils prétexteront n'importe quoi pour en contrôler l'accès. On avait proposé à une revue française académique de psychophilosophie un dossier sur la psychologie évolutive, qui est l'application effectivement d'un cadre de Pinker, c'est une figure de base, une figure marquante, connue de la psychologie évolutive. Et on s'est fait jeter dehors avec des gens qui nous disaient des trucs dont je me disais, mais c'est les années 70, quoi. Oui, en gros... c'est du déterminisme génétique capitaliste de droite. Ouais. Et c'est encore un peu le cas maintenant. J'ai entendu même des conférences il y a moins de 6 mois, là où les gens trouvaient ça absolument absurde d'appliquer des schèmes de pensée qui viennent de la biologie à l'homme. Après 45, dès que Heidegger est à nouveau autorisé d'enseigner en 51, que fait-il? Il publie un cours, celui de 1935, Introduction à la métaphysique, dans laquelle il affirme ce qu'il appelle la vérité interne des grandeurs du mouvement national-socialiste. Donc il persiste et signe. Ouais. Et à nouveau, dans l'entretien de Spiegel, on le voit dire que les nazis étaient allés dans la direction d'une relation suffisante de l'homme à la technique. Donc vous voyez, jusqu'au bout, même de manière posthume, Heidegger ne se dément pas. C'est le critère qu'utilise, c'était John Bell qui utilisait ce terme de romantisme, c'est-à-dire si on a un certain nombre de faits expérimentaux, de résultats de mesure, ou même une théorie générale qui permet de prédire les résultats de mesure, et qu'on en cherche ensuite une explication, une interprétation, qu'est-ce qui se passe dans la nature qui justifie cette théorie, il faut aller vers le moins romantique, le moins grandiose, le moins qui fait rêver.
Parce que de cette manière-là, on est sûr que ce qui reste de bizarre, c'est vraiment irréductible. C'est pas de la bizarrerie qu'on a mis nous-mêmes. Il y a un très bon livre que je recommande d'un auteur qui s'appelle Gregory Clark, qui s'appelle The Sun Also Rises, ou The Suns Also Rise, je ne me rappelle plus si c'est le pluriel au singulier, et qui montre que, en dépit dans tout un tas de sociétés extrêmement différentes, aussi différentes que par exemple la Suède et les États-Unis. Donc la Suède où il y a un État-providence extrêmement fort, où les études sont gratuites, où les gens reçoivent même de l'argent pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études, etc. Et les États-Unis où il y a aussi un État-providence, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et qui est beaucoup plus faible. Les dépenses sociales publiques aux États-Unis, c'est moins de la moitié de celles qu'on a en Suède en termes de PIB. Et bien le degré de mobilité sociale est le même en fait. Si on regarde sur le long terme, parce que bon, je ne veux pas rentrer dans les détails du bouquin, mais en fait, l'une des innovations de la recherche des travaux de Clark, c'est qu'il ne regarde pas seulement les corrélations d'une génération à une autre, mais il utilise les noms rares en fait pour estimer la persistance, le degré de mobilité sociale sur plusieurs générations. Et en fait, il montre que dans tout un tas de sociétés aussi différentes que par exemple les États-Unis et la Suède, il est globalement le même et il est très fort. C'est-à-dire que la mobilité sociale est très faible. Dans un pays comme dans l'autre, est à peu près au même niveau. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on aurait pu penser, parce qu'on aurait pu croire que le fait d'avoir une politique de redistribution très généreuse aurait accru la mobilité sociale. Il y a les grosses études que mène notamment donc justement David Schmidt. En fait, c'est des études transculturelles. Donc, la base en général de l'échantillon, c'est 53 cultures à travers le monde, qui montrent que que les comportements, à la fois les comportements et surtout justement ce qu'on appelle les stéréotypes genrés. Donc en fait quelles qualités les gens assignent de façon privilégiée aux hommes et aux femmes restent stables à travers les cultures. Et ça, c'est le truc très intéressant dans le paradoxe norvégien, c'est que ces stéréotypes-là se cristallisent, en fait, deviennent, le fossé. Le fossé des qualités qu'on assigne de façon privilégiée aux hommes et les femmes se creuse dans les sociétés les plus socialement libérales et justement où il y a plein de politiques sur l'égalité, la lutte contre les discriminations.